Hello, je suis Oriane, éducatrice de jeunes enfants, accompagnante parentale et postpartum, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Le Village de la Parentalité. Un podcast qui donne la parole aux mamans, aux papas et aux professionnels qui gravitent autour de la périnatalité et de la parentalité. Ici, je vous partagerai aussi des tips du quotidien de parents, des réflexions sur des sujets autour de la parentalité et de la petite enfance, sans oublier mon propre parcours de la maternité. Pour en savoir plus sur le pourquoi de mon podcast, je vous invite à écouter le tout premier épisode. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous y abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes, à le partager et à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Tout ça va soutenir grandement mon travail et je vous en remercie. Allez, assez papoté, il est temps pour moi de vous laisser écouter le prochain épisode. Belle écoute! Hello tout le monde! Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier puisque c'est moi qui m'interviewe. J'ai décidé aujourd'hui de parler aussi de ma maternité, de mon parcours avec ma fille Anna, avec mon chéri, de mes remaniements au niveau personnel, professionnel, avec ma famille, mon entourage, etc. Alors pour me présenter un petit peu, donc moi je suis Oriane, je suis une femme âgée de 34 ans aujourd'hui, en décembre 2023. Je pourrais dire que là en ce moment je vais plutôt bien, je me sens en tout cas épanouie dans ce que je vis au quotidien, avec ma fille, avec mon chéri, ce qui n'a pas forcément toujours été le cas, notamment sur la première année de ma maternité, où c'était beaucoup plus difficile. Je suis une mère qui aime de tout son cœur sa fille, donc Anna, qui est âgée de 2 ans. Je vous parlerai un peu plus en profondeur du parcours qu'on a pu avoir, qui a été assez difficile à vivre, loin de ce que j'avais pu imaginer, même si de par mon métier, je sais qu'il y a toujours un écart entre ce qu'on idéalise, ce qu'on imagine et la réalité, mais pour moi l'écart a été un peu trop grand. Et donc je suis éducatrice de jeunes enfants de formation et je travaille toujours en tant qu'éducatrice de jeunes enfants mais en tant qu'entrepreneur. Donc je me suis mis en libéral, j'accompagne essentiellement des futures mamans et des mamans. J'accompagne des parents aussi pour leur permettre de déposer tout ce qu'ils ont besoin de déposer dans leur parcours parental. Et pour les futures mamans et les mamans, je suis là aussi pour leur permettre de souffler, de leur préparer des bons petits repas, notamment pendant ce postpartum qui n'est pas toujours évident à traverser. Et ça, c'est pareil, ça dépend de chacun, de son entourage, de comment on le vit, etc. Mais voilà, moi, je sers vraiment de pilier de soutien quand il y en a besoin. Alors, j'ai toujours voulu être maman. Depuis toute petite, je savais que je voulais m'occuper de mes propres enfants. D'où ça vient, je ne sais pas. Mais je sais que j'ai toujours eu, entre guillemets, une attirance pour les enfants. D'ailleurs, c'est là que mon métier est né. En fait, l'image que je me souviens, c'est que j'étais en vacances avec mes grands-parents. Je devais avoir 10 ans, voire même un peu moins, mais je crois que j'avais autour de 10 ans. J'étais dans un centre de loisirs pour les enfants sur les temps de vacances. Et en fait, ce jour-là, je me souviens que je rencontre un petit garçon qui était sourd et qui était très esseulé, personne ne joue avec lui. Et en fait, je me suis approchée de lui et instinctivement, j'ai parlé avec mes mains, j'ai essayé d'articuler le plus possible et je me suis mis en fait voilà, à sa hauteur et j'ai essayé d'échanger avec lui. Et le visage de ce petit garçon, je m'en souviendrai toujours, s'est illuminé. On a échangé alors comme on a pu avec nos outils d'enfants, mais c'était vraiment très fort et je me suis toujours questionnée en me disant mais pourquoi la différence fait qu'on est rejeté comme ça ? J'avais mal au cœur pour ce petit garçon, mais par contre j'ai pris beaucoup de plaisir à interagir avec lui. Je me suis dit mais quel dommage, qu'est-ce que les gens ratent en fait ? Et je me suis demandé qu'est-ce que pouvait vivre et traverser cet enfant. Et à partir de là, je me suis dit, j'aimerais vraiment m'occuper des enfants, ça serait vraiment cool. Mais voilà, j'étais jeune, à cet âge-là, on ne sait pas trop où on veut aller, mais quand même, je t'ai dit, les enfants, ça serait chouette. Et puis, la vie a fait que mon premier stage de 3e, le fameux stage de découverte, je me suis dit, il faut que je le fasse en crèche absolument. Et c'est là où j'ai rencontré le métier d'éducateur de jeunes enfants. Et je me suis dit, c'est ça
que je veux faire. C'est pas auxiliaire de puériculture, c'est pas infirmière, puéricultrice. C'est éducatrice jeunes enfants. Donc là, j'avais 14 ou 15 ans, en 3e année. Et je savais aussi que je voulais être maman et qu'un jour, je voulais avoir mes propres enfants. Et puis, j'ai profité de la vie. Je ne m'étais pas donné d'âge fixe. Je ne m'étais jamais dit, avant tel âge, il faut un enfant. Je me suis laissée porter parce que j'allais traverser. J'ai fait ma reprise d'études d'éducateur jeunes enfants, on va dire, entre guillemets, un peu tardivement. Le temps que j'obtienne le concours. Et puis, entre-temps, j'ai passé mon CAP, j'ai fait différents petits boulots, etc., etc. Et puis, j'ai attendu forcément de rencontrer l'amour de ma vie, donc Davy. Et puis, on en a parlé, on savait qu'on allait vouloir des enfants ensemble, mais pareil, on ne s'était pas donné de date. Et puis, les projets de vie font que j'ai décidé d'ouvrir une maison d'assistante maternelle avec 2 collègues éducatrices jeunes enfants pour y transmettre nos valeurs et pour travailler aussi en petit comité restreint pour être sûr de bien répondre aux besoins de chaque enfant. Et surtout, le travail d'équipe pour moi était important. Je ne voulais pas travailler toute seule chez moi, c'était trop important. Donc, je me lance là-dedans et on s'était dit, bon, ok, on a la trentaine, une fois que le projet sera bien lancé, que voilà, j'aurai suffisamment les familles, etc., là, on commencera à faire le projet bébé. Et puis, le Covid s'est installé, a repoussé énormément l'ouverture de la MAM, et sauf que moi, je me sentais vraiment très mal à l'idée de me dire, plus c'est reporté, plus le projet bébé se reporte, et sauf que je commençais à avoir une envie viscérale. C'est inexplicable, mais une envie vraiment viscérale d'avoir un enfant. Ça m'avait vraiment mis très très mal de voir tout ce report et de me dire, mais non, ça veut dire que je serai maman dans encore plus longtemps, c'est pas possible, c'est pas envisageable. Donc on a pris la décision avec mon chéri de dire, allez, on le fait maintenant, on le lance, et puis de toute façon, ça se trouve, ça mettra du temps, et puis si ça se fait de suite, c'est pas grave, mes collègues ouvriront quand même la MAM et je viendrai après. J'ai ouvert la MAM parce que donc ça a mis un peu de temps. Alors pour moi, ça a mis beaucoup de temps. Ça a mis 8 mois. Donc pour moi, c'était 8 mois très très longs. Au début, ça allait parce que voilà, la MAM venait de s'ouvrir, j'étais à fond là-dedans, donc c'était nickel. Et puis les mois passaient et c'était difficile de voir ces tests de grossesse négatifs, d'avoir l'impression d'avoir des symptômes et en fait pas du tout. Mon corps me jouait des tours, donc j'avais de moins en moins confiance en moi-même, en mes intuitions, alors que je fonctionne beaucoup à la base sur ça, sur écouter mes intuitions. Donc ça devenait très compliqué, j'étais vraiment pas bien du tout. Et on a beau se dire, il faut lâcher prise, il faut arrêter d'y penser, etc., etc. Quand on le veut plus fort que tout, en tout cas moi personnellement, ça a été très très difficile. Et forcément, au moment où je me suis dit, allez, vraiment stop, laisse tomber, ça viendra quand ça viendra, c'est que là ce n'est pas le bon moment. Et bien c'est arrivé. Et c'est pareil, je m'en souviendrai toute ma vie parce que un matin à 6h, je me réveille d'un seul coup et je me dis, je suis enceinte. C'est sûr, je suis enceinte. Donc, j'avais forcément un petit test de grossesse à proximité, pas loin. Et je me suis dit, c'est sûr, c'est là. Allez, je le fais. Les règles n'étaient pas encore tout à fait prévues d'arriver, donc j'avais pas de retard. Mais tant pis, je le sentais. Et c'était le cas. Donc là, c'était une immense joie donc d'annoncer à mon chéri. Voilà, j'étais tout feu, tout flamme, toute folle. J'attendais de faire la prise de sang qu'il a confirmé. Donc là, c'est le début d'une grossesse que j'ai vécue de manière idyllique. Vraiment idyllique. Je pense que j'aurais pas pu rêver mieux. Pas de symptômes particuliers, pas de douleurs particulières. J'ai été suivie tous les mois par une chiro, donc Maric, que vous avez... je vous invite à écouter le podcast l'épisode numéro 2, justement où Maric parle de son métier. Donc elle m'a suivie et moi qui étais sujette à des douleurs de dos, j'avais peur par rapport à ça et j'ai rien eu, j'ai eu aucune douleur. Vraiment une grossesse qu'on peut dire top. Voilà, une top. C'est après que ça a été plus compliqué. Alors l'accouchement a été dans son ensemble respecté. Alors ce qui m'a beaucoup aidée, c'est les nombreuses lectures que j'ai pu faire, notamment sur les droits que j'avais moi en tant que femme, en tant que mère qui accouche avec mon propre corps. Donc j'ai fait un projet de naissance que j'ai fait lire à Davy en lui expliquant voilà, mes attentes, pourquoi je voulais ça, etc. Notamment, je voulais essayer un accouchement physiologique, mais j'avais pas non plus je veux absolument pas la péridurale, pas du tout, mais c'était quelque chose que je voulais qu'on respecte jusqu'au bout, et donc on évite de me répéter, vous êtes sûre madame, vous voulez pas la péridurale, vous êtes sûre là, vous souffrez, non, je voulais que ça vienne de moi. Donc je me suis beaucoup renseignée surtout pour les droits, pour savoir qu'est-ce que j'avais le droit de dire ou de ne pas dire au corps médical. Donc ça m'a beaucoup aidée parce que
j'ai pu verbaliser tout ça. J'ai rencontré la sage-femme qui gérait toutes les sages-femmes de mon hôpital pour lui parler de ce projet, pour lui dire ce qui était envisageable ou pas dans leur établissement. Et elle m'a dit que tout ce que j'avais écrit était OK. Donc déjà, je partais en me disant je suis super sereine. Et en effet, tout a été très respecté. La seule chose qui a été un petit peu... Alors pas... Ouais, mais ça, je l'avais pas écrit. Comme quoi, c'est très important. C'est au niveau du démarrage de l'allaitement, où voilà, l'auxiliaire de puériculture, c'était un homme à ce moment-là, qui m'a posé Anna au niveau de la poitrine pendant que je discutais avec mon chéri. Essayer d'appuyer plusieurs fois la tête d'Anna contre mon sein. Et sur le moment, prise par mes hormones, parce que je vivais, je captais sans capter, jusqu'à un moment donné où j'ai dit c'est bon, ça va aller, elle va le faire. Vous êtes sûre, hein? Oui, ça va aller. Et elle a commencé à le prendre. Et voilà, j'ai dû dire oh, c'est rigolo, vous êtes sûre, hein? Elle tire bien, vous sentez quelque chose? Oui, je sens quelque chose. Donc ça, j'avais un peu peur parce que j'ai une amie à moi pour qui la tétée a été forcée à l'accueil et ça a été assez catastrophique pour son bébé après, forcément, puisque le sein a été vu comme quelque chose de on me force, j'ai pas envie, j'y arrive pas, donc je ne le veux plus. Donc j'avais un peu peur pour ça, donc c'est le petit truc, on va dire, non respecté. Mais après, nickel, ça s'est très bien passé, j'ai fait une super montée de lait, etc., etc. À la maternité, c'était compliqué aussi, dans le sens où je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il y ait autant de va-et-vient, autant de bruit, autant de non-respect de la maman et du bébé qui viennent d'accoucher, enfin la maman qui accouche, et le bébé qui est là, avec les femmes de ménage, et je respecte énormément leur travail, mais je pensais que quand on fait le ménage dans une maternité, on respecte la tranquillité du lieu. Là, c'était pas le cas, c'est-à-dire que ça pouvait rentrer à peine en frappant, voire même sans frapper, en claquant les portes, en parlant très fort à sa collègue, en poussant les lits, en tapant contre les murs. Et il était 7h du matin. Mais peu importe l'heure de toute façon, puisque là, il n'y a pas d'heure de sommeil, hein. On dort quand on peut. Et là, j'étais là, waouh, il me tarde de rentrer chez moi. Là, ça a un peu commencé avec Anna, où en fait, elle a commencé à faire de la fièvre. Et donc, ils l'ont rapidement pris pour faire des prises de sang. Et en fait, elle a fait ce qu'on appelle une thrombopénie. C'est-à-dire qu'elle avait un nombre de plaquettes beaucoup trop bas. Et en fait, il s'est avéré qu'avec mon chéri, on était en incompatibilité plaquettaire. Je ne savais même pas que ça existait. D'où le fait qu'elle ait fait de la fièvre, etc. Donc il fallait qu'elle soit surveillée pendant 1 mois avec des prises de sang toutes les semaines, donc revenir toutes les semaines à l'hôpital à 35 minutes de route pour faire des prises de sang, pour voir si les plaquettes remontaient correctement. Donc ça a mis 1 mois avant qu'elle redevienne, que le taux redevienne à la normale. Donc déjà ça a démarré où toutes les semaines il fallait que je sorte de mon cocon pour amener ma fille à l'hôpital. Je ne l'ai pas très bien vécu. Et puis là-bas aussi, ce qui a pu être un peu difficile, c'est par exemple le bain. En fait, c'est toutes les choses que j'ai pas écrites. Et c'est là où c'est quelque chose que j'aimerais faire passer, c'est le projet de naissance. Il est hyper important. Vraiment, c'est très important d'écrire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on ne veut pas. Mais ça, on peut le savoir que quand on est un minimum renseigné et qu'on se questionne sur ok, comment j'envisage s'il doit y avoir une première tétée ou pas, comment j'envisage le bain, comment j'envisage les soins, etc., etc. Et notamment, mais le bain non plus, je n'avais pas écrit. Et pourtant, moi je savais que j'avais pas forcément envie qu'elle ait ce premier bain, parce que je savais que c'était pas du tout primordial qu'elle ait ce premier bain. Elle avait quasiment plus de vernix, hein, c'est cette petite couche qui recouvre la peau pour les protéger, parce qu'elle est arrivée à terme, elle avait tout absorbé. Et je savais qu'elle avait pas besoin du bain. Mais j'étais en mode, peut-être, on a besoin de me montrer, parce que moi un nouveau-né, j'ai jamais donné le bain à un nouveau-né, hein, un bébé oui, mais un nouveau-né non. Pourquoi pas? Et en fait, quand j'ai vu comment la puéricultrice a fait, où en fait il n'y a eu aucun emmaillotage, elle a été plongée directement dans l'eau sans être prévenue, donc elle s'est mise de suite à hurler. La puéricultrice ne lui parlait pas, elle me parlait à moi, vous savez, hop, faut nettoyer comme ci, faut faire comme ça. Et moi je voyais qu'une chose, c'était ma petite en train de hurler. J'étais là, vite que le bain se termine, c'est une catastrophe. Donc je me suis dit que pour le deuxième, si je devais en avoir un deuxième, ça serait catégorique que non, le bain, je le ferai chez moi. Donc après ça c'est chacun et chacune qui le décide, mais moi en tout cas je l'ai pas du tout bien vécu de voir ma fille comme ça et si mal accompagnée en fait. Mais voilà, ça non plus je ne me l'avais pas écrit dans le projet de naissance, donc je sais que la prochaine fois il faudra que je le fasse. Idem pour les allers-retours, je sais que maintenant je me mettrai un petit panneau à la porte en disant faites doucement, maman et bébé dorment, quoi. Rien que ça a un petit peu plus de respect. Et puis on rentre à la maison, donc tous ces examens 1 fois par semaine. Sinon à la maison ça se passe plutôt bien. Moi j'ai fait une petite infection par rapport au point parce que j'ai eu une petite déchirure.
Donc voilà, des douleurs, etc. Mais j'étais suivie par ma sage-femme. Au bout d'une semaine, je pensais que l'allaitement se passait bien, puis je me suis mis à faire une mastite. Donc là, plus de 40 de fièvre. J'étais au fond du seau avec en plus une infection. Donc j'ai dû me faire hospitaliser donc au bout d'une semaine, retourner à l'hôpital donc pendant 3 jours, sous perfusion, etc. Ça a été un peu difficile aussi, mais mon chéri m'a amené des huîtres ce jour-là en cachette, donc c'était trop bien. Mais c'était pas évident de me dire, au bout d'une semaine, voilà, il faut repartir à l'hôpital, mince, ok. Là, j'avais pas encore le numéro d'une consultante en lactation de mon territoire. Donc j'en ai appelé une consultante IBCLC, formée plus en visio, qui m'a énormément aidée à me montrer voilà, les positions pour drainer le sein, pour quand je sens un engorgement, pour m'aider, etc. Donc ça m'a bien aidée parce qu'à l'hôpital, j'avais tout et son contraire au niveau de l'allaitement. Et heureusement, ça, je savais que de toute façon, voilà, j'allais pas les écouter et j'allais me faire plutôt accompagner par des personnes dont c'est réellement la spécialisation et le métier. Et pas juste une petite formation à droite à gauche. Donc ça, heureusement que la consultante en lactation était là, elle m'a bien aidée. Mais par contre, j'ai vite compris, on le sait, quand il y a engorgement sur engorgement, mastite, j'ai failli faire une deuxième mastite que j'ai très vite pris en charge. Je me suis dit, il y a quelque chose de pas normal, il y a quelque chose qui va pas. Donc Anna a été suivie par la chiro, et puis ostéo, etc. Et les tétées étaient très très courtes, elles pouvaient durer 5 minutes. L'allaitement était compliqué, je ne comprenais pas. Elles tétaient beaucoup, mais vraiment beaucoup plus que ce que je pensais. Donc sur le coup, je disais, bon, c'est peut-être normal, mais quand même, je fais des engorgements, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de pas top. Donc je suis allée voir une consultante en lactation de mon territoire. Et puis je lui disais, c'est bizarre, elle tousse souvent à chaque fois que je lui donne le sein, elle s'arrête très vite. Et puis je trouve que je coule beaucoup. La sage-femme me disait que j'avais une hyperlactation. Donc elle observe, elle touche, elle regarde. La sage-femme n'a pas regardé comment se peut passer une tétée. Donc là, elle regarde la tétée, elle regarde en effet ce qui se passe au niveau de mon sein, et c'était pas du tout une hyperlactation. Je faisais un REF, un réflexe d'éjection fort. Donc c'est-à-dire qu'à peine Anna commençait à téter, mon sein partait en 3-4 geyser de lait. Et donc ça arrivait très vite dans sa gorge, donc elle s'étouffait, elle s'agaçait et elle s'arrêtait. Donc elle m'a donné des techniques, etc. Et je lui ai dit, écoutez, j'ai un doute quand même au niveau des freins. Parce que j'y connaissais un petit peu quand même, donc je lui dis voilà, au niveau des freins j'ai un doute parce que je fais engorgement sur engorgement, etc. Donc elle a vérifié les freins, elle est spécialisée en frénectomie et elle m'a dit en effet elle a des freins restrictifs au niveau de la langue et de la bouche. Donc là je me suis dit ok, déjà. Sauf que là elle avait 3-4 mois. Sachant qu'à côté de ça, les pédiatres, quand j'en avais parlé à des pédiatres, on m'a dit non, pas du tout. Et puis en gros, c'est la grande mode des freins, il n'y a pas besoin de les faire couper, tout va très bien. Elle prenait le poids qu'il fallait, tout allait très bien, donc il n'y a pas de souci. Donc sauf qu'elle m'a dit oui, il y a bien des freins, la chiro me l'a confirmé, et ça emmène aussi beaucoup de tension. Donc j'ai décidé de lui faire une frénectomie pour son bien-être, surtout qu'au fur et à mesure du temps, à côté de ça, au bout de ces 1 mois, le sommeil est devenu très compliqué. Le premier mois, elle dormait plutôt, souvent quand même après la tétée, mais elle pouvait dormir dans le cododo à côté, sur le dos, comme un bébé lambda, avec des nuits classiques. Et au bout d'1 mois, impossible de la poser, mais impossible. Dès que je la posais, elle se réveillait dans le quart de seconde, elle ne s'apaisait plus, elle ne s'endormait que sur moi en position verticale. Elle commençait à tousser de plus en plus à chaque tétée, elle prenait des tétées vraiment de plus en plus fréquentes, et là je me suis dit, alarme, j'ai l'impression qu'on est sur un reflux qui ne se voit pas, donc un reflux interne. Très bien, je vais voir mon médecin, je lui parle de tout ça, et j'ai fait l'erreur de dire, je pense qu'elle a un reflux, qu'est-ce que vous en pensez ? Erreur, je ne devrais pas dire à un médecin son travail, puisqu'il m'a rembarré. En me disant, pas du tout, vous savez, un reflux, moi j'ai eu plein de bébés avec des reflux, ils vomissent en geyser, des fois il y a du sang, vraiment le scénario catastrophe. Donc là, on se remet en question, j'ai beau être éducatrice de jeunes enfants, avoir toutes les connaissances que j'ai, moi aussi, je vivais un postpartum, comme toutes les mamans, et moi aussi, je me remettais en question, je culpabilisais, etc. Je me suis dit, bon, peut-être. C'est peut-être moi qui me fais mes films, je vois le mal partout, elle a peut-être pas de reflux, etc. Sauf qu'elle commence à avoir beaucoup trop de symptômes. Donc le nez qui commence à s'encombrer, la gorge qui commence à s'enrouer, beaucoup de toux, le fait de ne pas pouvoir l'allonger à aucun moment donné sur le dos, ça faisait beaucoup. Et en fait, ce qui a inquiété les médecins, c'est forcément parce qu'elle a perdu du poids. Sinon, avant ça, pour eux, il n'y avait pas d'inquiétude.
Il faut savoir que quand on a un reflux, de toute façon, même si c'est ça, ne vous inquiétez pas, quand elle va s'asseoir, quand elle va se mettre debout, etc., tout va s'effacer comme par magie. C'est normal, c'est physiologique. Oui, pour la plupart des bébés. C'est physiologique, mais pour certains bébés, c'est pathologique. Et c'était le cas de ma fille. Donc là, je vous épargne, mais en gros, ça a été le combat de se faire entendre, écouter. Je suis passée pour folle, je suis passée pour une mère qui était trop sur son enfant, qui en gros lisait trop, etc. Qui avait son diplôme d'éduc et du coup, avait une science infuse, alors que juste pas du tout. J'étais une maman qui écoutait son enfant et qui retranscrivait ce qu'elle vivait au quotidien. Voilà. Donc elle ne dormait pas parce que, oui, j'étais trop proche d'elle, etc., etc. Non, je vous assure que j'aurais bien eu envie qu'elle dorme de temps en temps sur le dos, plutôt que d'être H24 collée à moi. Je ne pouvais rien faire. Elle avait tout le temps besoin d'être en position semi-assise. Quand elle était allongée, j'ai des vidéos encore où elle avait de nombreuses toux, mais des toux de reflux. Donc ça a été très difficile de se faire entendre jusqu'au jour où je pense que mon médecin en a eu un peu marre. Mon médecin traitant, puisque les pédiatres, pour le coup, ils étaient vraiment pas bienveillants, alors que lui, malgré le fait qu'il me disait « mais vraiment, c'est pas ça », il était quand même bienveillant dans ce qu'il disait. Il m'a dit, écoutez, si vous voulez, on va lui faire un examen, une scintigraphie, pour voir s'il y a du reflux. Donc là, elle avait, je crois qu'elle avait 8 mois à peu près, 7-8 mois, qui est un examen assez invasif, je vous laisserai regarder ce que c'est, et qui a confirmé, aux surprises, qu'elle avait bien un reflux sévère. Voilà. Donc cet examen invasif n'a servi qu'à croire ce que son papa et moi étaient en train de dire. Donc c'était très dur à vivre parce qu'on se sentait vraiment incompris, pas écouté, jugé, et surtout, nous on était en train de voir notre fille souffrir de plus en plus le temps passait, sans qu'il y ait rien qui pouvait se mettre en place à côté. Donc forcément, je vous épargne du fait que j'ai essayé de dire peut-être qu'elle est intolérante à quelque chose, enfin allergique, non, c'est pas possible. J'ai même un pédiatre qui m'a dit mais de toute façon, un reflux n'est pas du tout allergique, donc ça n'a rien à voir. Très bien, merci madame. Donc voilà, s'ensuit, et entre-temps, j'ai essayé de voir tout type de métier, donc chiro, ostéo, magnétiseur, différents énergéticiens, médiums, tout, pour essayer de soulager ma fille, pour essayer de ne pas aussi devenir folle, parce que forcément, à force de ne pas dormir, parce qu'au début, étant toute petite, à 2-3 mois, ça allait qu'elle dorme sur moi, mais en grandissant, c'était un poids sur mon corps. Moi, je dormais en position semi-assise, je n'en pouvais plus, j'ai dormi comme ça jusqu'à l'âge de ses 14 mois. J'ai pas dormi en fait pendant 14 mois, donc j'avais 0 temps pour moi. À côté de ça, je travaillais, après bien sûr j'ai arrêté, mais ça je pense que j'en parlerai à un autre podcast. Mais là vraiment, c'est ce manque d'écoute qui a été très très difficile pour nous, tout en sachant que en gros c'était nous qui devions à chaque fois en fait proposer quelque chose. Par exemple, le fait de m'être beaucoup renseignée, j'ai pu dire au docteur, est-ce qu'on peut essayer des inhibiteurs à pompe à protons, donc c'est l'Inexium entre autres et le Mopral, pour essayer de diminuer ses reflux et de la faire moins souffrir. Il m'a dit oui, on peut essayer si vous voulez. On a essayé, elle n'y répondait pas du tout. Elle n'y répondait pas, d'accord, on a tout essayé, du Gaviscon, j'ai essayé des choses plus naturelles, j'ai essayé naturo, etc., etc. Il n'y a rien qui fonctionnait, mais forcément, mais ça je l'ai compris que bien après, c'est parce que c'était allergique. Ma fille est polyallergique sévère, et en fait c'était les aliments qui la faisaient souffrir, et tout passe à travers le lait, donc tout ce que je pouvais manger. Donc je vous épargne la culpabilité qu'on peut vivre quelques années, 1 an et demi après, où je me suis dit, en fait, c'était presque ma faute, avec mon lait, je l'ai empoisonné. Donc ça a été très dur aussi à vivre. L'allaitement s'est arrêté presque naturellement à 8 mois, on est passé au lait de chèvre, où je suis passée de moi-même au lait de chèvre en me disant, ok, je vais pas faire du lait de vache, on va faire lait de chèvre. Ça allait un peu mieux, mais il y avait toujours ce reflux, etc. Et puis, bien sûr, mauvaise expérience alimentaire, elle a développé ce qu'on appelle un trouble alimentaire pédiatrique. Ou trouble de l'oralité, c'est un peu plus connu, mais c'est trouble alimentaire pédiatrique. Donc c'est une petite fille qui n'a jamais accepté de manger de purée, donc l'introduction a été très difficile. On avait beau me dire, on va la passer au solide plus rapidement. Oui, mais ça passe pas.
Donc voilà, donc elle a développé ça, donc c'est-à-dire qu'à côté de ça, il a fallu travailler sur l'alimentation. C'est pas un bébé où c'est le kiff de lui donner à manger, vraiment pas. C'est la croix et la bannière. C'est très très compliqué, donc là c'est pareil, il y a un gros lâcher prise à faire, où ok, ben là elle mange rien, ok, là elle mange une miette, ok, là voilà. Et à côté de ça, elle perdait quand même du poids, elle était en dessous des courbes, donc il y a tout ça qui était vraiment très très difficile. Et puis le fait d'être seule, entre guillemets, moi par rapport en tout cas à ma famille à moi habite, moi je suis dans Lot-et-Garonne, elle habite à Bordeaux, en soi c'est pas si loin que ça, mais Bordeaux et Dordogne. Mais mine de rien, c'est très difficile de se dire allô maman, allô papa, allô ma soeur, est-ce que tu peux venir là, dans 1 heure, me la garder 30 minutes que je fasse une sieste. Ça c'était pas possible. Donc c'était très compliqué. Je crois que je sais pas si ça s'entend dans ma voix, de me remémorer tout ça, c'est très difficile, mais ça fait partie. Et donc c'est là où je me suis dit waouh, l'entourage a son importance, de pouvoir compter sur des gens et sans toujours se justifier et en pouvant expliquer aussi à cœur ouvert tout ce qu'on traverse sans avoir derrière le conseil de mais peut-être que tu devrais faire ci, tu sais, moi j'ai traversé ça comme ça et donc j'ai fait ça et ça a marché comme ci. Ok, mais là c'est pas ça que je veux entendre. Je veux juste que pour une fois, on m'écoute parler, on est là, on me fait un câlin, tiens, est-ce que tu veux boire un café, j'entends tout ce que tu traverses, ça doit vraiment pas être facile, je suis là, tu peux te reposer sur mon épaule. Et ça, je l'ai pas eu. Alors je l'ai eu avec ma maman, voilà, mais sauf qu'elle est loin, donc c'était au téléphone. Et en face-to-face, je ne l'ai pas eu. Juste cette écoute vraie, sans dire quoi que ce soit, sans y mettre quoi que ce soit, même si ça fait écho à sa propre histoire, mais non, on dit rien. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup véhiculer, notamment avec ce podcast, où je donne vraiment la parole aux papas, aux mamans, de pouvoir dire tout ce qu'elles ont vécu sans donner mon avis, mon jugement, moi comment j'aurais fait, etc. Juste qu'ils puissent se déposer, écoutez, ça m'aurait fait un bien fou. Alors mon chéri, m'écoutez. Mais c'est pas pareil puisque lui aussi, il vivait la même chose. Donc c'est vraiment différent. Donc ça, si c'est quelque chose que je peux transmettre à ceux qui entourent des parents, c'est de les écouter sincèrement, d'être juste là pour les entendre, les soutenir, mais d'apprendre à se taire. Voilà, ça je crois qu'on a tous beaucoup de mal avec ça dans notre vie quotidienne et c'est vraiment dommage, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose d'important, il faut se forcer. Quand on accompagne des parents, des jeunes parents, il faut se forcer à non, ok ça me fait écho mais je ne dis rien, j'en parlerai au pire à quelqu'un de mon entourage, mais là c'est pas le moment, là la maman, le papa a juste besoin de parler, juste qu'on l'écoute. Donc c'est vraiment quelque chose que je veux véhiculer. Et donc voilà, cette maternité était vraiment aux antipodes de ce que j'avais pu imaginer, notamment en ayant une grossesse qu'on va dire qui était idyllique pour moi. Je me suis dit que le reste allait couler d'eau source avec des nuits difficiles, bien évidemment, et autres joyeusetés du quotidien, des douleurs pour le bébé, etc. Mais là, c'était vraiment aux antipodes, c'était trop dur, très très dur. J'ai fait un début de dépression postpartum, que j'ai pas nommé comme ça au début, bien sûr, mais que j'ai très vite réalisé quand je commençais à avoir des sautes d'humeur, même 10 mois après sa naissance, mais des sautes d'humeur qui pouvaient passer du rouge au noir foncé, à pleurer d'un seul coup, à avoir envie de hurler, c'était catastrophique, à plus vouloir être près de ma fille parce que j'en pouvais plus de cette proximité H24, mais qui était obligatoire pour son bien-être, j'avais pas le choix. Mais ça a été vraiment très très dur à vivre et puis chaque professionnel que j'ai vu, il y en a certains, leur discours a été aussi difficile à d'entendre vous êtes peut-être trop fusionnel ou mais votre bébé il arrive vraiment pas à se détacher, mais en fait ce que les gens ne voyaient pas c'est qu'elle souffrait. Et j'ai même eu une pédiatre qui m'avait dit mon Dieu, elle avait donc à ce moment-là elle avait 12 mois. Je me suis dit, je vais le dire, tant pis, je sais que je vais être jugée, mais je lui dis, et elle m'a dit, le sommeil, comment ça se passe? Je lui dis, ça se passe bien, elle dort sur moi, donc en dormant sur moi, en semi-assise, ça va. Et là, ça a été, mon Dieu, elle dort sur vous en position, elle dort sur vous, juste tout court, mais c'est pas possible, et comment vit ça le papa? Vous savez, ça va être vraiment très dur par la suite si ça continue comme ça. Là, je me suis dit, ok, je vais arrêter de parler de tout ça. Je vais continuer à faire ce que j'estime le mieux pour ma fille, vu que personne peut nous aider, ou au moins nous écouter. Alors que là, j'aurais juste eu besoin qu'elle me dise « Waouh, ça doit pas être facile quand même. Comment vous vous sentez, vous, à vivre ça ?
Comment vous le vivez? Et là, j'aurais pu dire, honnêtement, je le vis mal, mais je le fais pour elle. Par exemple. Mais non, là, ça a été de suite dans le jugement. Et je me dis, mais waouh, mais heureusement que je suis EJE et que j'avais un certain recul parce que ça peut détruire des parents. On se sent comme une merde face à certains professionnels. Et je suis tellement contente de m'être écoutée parce que, eh ben non, aujourd'hui, après avoir bataillé, suivie par une allergopédiatre et par d'autres flopés, elle a eu un lait spécialisé au niveau de l'alimentation, mais j'ai dû tout enlever, tout ce à quoi elle est allergique, et c'est moi qui détectais les allergies en fonction de comment elle réagissait à force de l'écouter. Et grâce à ça, aujourd'hui, elle n'a plus de reflux, sauf quand elle est très malade, ça réactive le reflux, ou quand je lui fais manger quelque chose que je ne savais pas et qui, flûte, là aussi ça donne du reflux, mais en tout cas ça n'a plus rien à voir comme avant, et au miracle, quand on a enfin changé, trouvé le bon lait, ou médical où il n'y avait rien dedans, c'est à partir de là qu'elle a pu dormir allongée. Donc ça a été juste à 14 mois le Graal. Elle dormait toujours dans notre lit, pour le coup, parce qu'elle avait quand même de nombreux réveils, elle avait encore du reflux, mais beaucoup moins, donc ça fait qu'elle pouvait dormir allongée. Et à l'âge de 21 mois, elle s'est mise à dormir dans sa chambre et dans son lit, alors qu'elle a dormi 21 mois dans notre chambre, soit 14 mois sur moi et 7 mois à côté de moi dans le lit. Et ben non, elle a fini par elle-même demander à aller dormir dans sa chambre, et depuis elle dort dans sa chambre. Donc ça c'est pareil, c'est pour vous dire que autour du sommeil il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de choses qui se vulgarisent sur les besoins d'un enfant, etc., au niveau du sommeil, blablabla. Mais le mieux c'est de s'écouter en fait. J'entends tellement de différents discours au niveau du sommeil, et le pire c'est que on est nombreux parents à ne pas dire la vérité à tout le monde, à dire comment ça se passe réellement à la maison. Que oui, de nombreuses fois, l'enfant va rejoindre le parent dans son lit. Que oui, des fois, la maman ou le papa finit le sommeil de son enfant à côté de lui dans la chambre, etc. Tout ça, on ne le dit pas. Par contre, on va dire oui, tout se passe bien, non, un ou deux petits réveils, mais ça va. Oui, elle dort dans sa chambre, etc. Alors que pour beaucoup, c'est pas ça, leur quotidien. Et c'est dommage que ça soit pas dit, parce que ça ferait du bien à beaucoup de parents à entendre. À se dire, mais non, mais t'inquiète, moi aussi, je l'ai vécu pour diverses raisons, chacun a, nous c'était essentiellement pour un souci de santé, elle souffrait énormément, et dès l'instant où elle souffrait plus, où enfin on avait compris et on avait pu mettre en place tout ce qu'il fallait, elle a réussi à dormir dans sa chambre. Et non, elle ne dort plus avec nous. Et je ne l'ai pas forcée, et il n'y a pas eu besoin d'en passer par la laisser hurler pendant 1 heure ou quoi que ce soit. Non, juste il a fallu attendre le bon moment, qui n'était pas forcément le bon moment pour nous, puisque en soi j'aurais bien aimé récupérer mes nuits bien avant. Mais ça a été le bon moment pour elle. Et ça, c'est juste magique. Voilà. Mon seul regret, c'est d'avoir l'impression de n'avoir jamais été écoutée et entendue. Et du coup, d'avoir eu l'impression de faire souffrir ma fille pour rien. Alors que ça aurait pu être pris en charge bien avant. Donc voilà un petit peu mon parcours. Et encore, je crois que je le résume. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment important de mettre ça en avant, de mettre cette écoute vraie, auprès des parents, auprès des mamans, auprès des papas, surtout venant de l'entourage, mais les professionnels aussi, mais sauf que pour moi ça me paraît la base, et apparemment c'est pas le cas. Dans toute la flopée de professionnels que j'ai pu rencontrer, il y en a très peu qui sont dans l'écoute, la vraie de vraie, la vraie. Et c'est grâce à ces gens-là que j'ai pas non plus trop sombré, que je me suis dit ok, il y en a, ça existe, mais c'est sur ces personnes-là que je vais axer, et dès que ça me va pas, tant pis, je m'en vais. Donc faites-vous confiance et écoutez-vous, et essayez de vous entourer des personnes qui sont juste là pour vous. Et c'est ça aussi, c'est pour ça que je me suis dit, alors forcément devenir maman ça amène de grands chamboulements, et moi il y a eu le chamboulement aussi professionnel où en ayant une MAM, 50 heures semaine, on n'était plus que 2 avec ma collègue, c'était très compliqué, plus Anna, je l'avais à la MAM, donc heureusement avec tous les soucis qu'elle avait, parce que ça aurait été très compliqué si elle était ailleurs, mais mine de rien, je l'avais vraiment H24, et à la MAM aussi, elle dormait en porte-bébé, puisqu'elle avait toujours son reflux très important. Et puis je me suis dit stop, il s'est passé plein de choses, j'ai dit allez stop, on arrête, je vais m'occuper à 100% d'elle, essayer de la soigner, de trouver ce qui se passe, essayer de me soigner. On a mis en place des rituels avec son papa, où tous les vendredis c'est lui qui s'occupait d'elle toute la nuit, tout le soir, même si c'était dur aussi pour lui. Lui aussi devait la prendre en position semi-assise, mais mine de rien c'était moi qui faisais ça toutes les nuits. Et donc là il le faisait 1 fois par semaine, rien que ça m'a aidée. À partir de là je suis aussi sortie de la dépression postpartum, parce que j'ai enfin pu prendre un temps pour moi. Et ça,
Et bien j'avais beau le savoir que c'était important, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas parce que ma fille était malade, ma fille allait pas bien. Donc je m'autorisais pas moi à aller bien, c'était pas possible, il fallait d'abord que ça soit elle qui aille mieux. Et j'avais complètement occulté, alors que je le savais aussi, que pour qu'elle aille aussi un peu mieux, il fallait que moi aussi je prenne soin de moi. Donc j'ai pris soin de moi, ça m'a fait beaucoup de bien, notamment pendant tout ça, j'ai eu un papillomavirus de type 16, donc c'est-à-dire oncogène, donc, qui était en stade 3, donc qu'il fallait absolument enlever pour éviter d'aller au stade du cancer. Donc il y a tout ça qui s'est rajouté dedans et ça fait partie du stop. Allez, stop, maintenant je prends du temps pour ma fille, pour moi, on va arrêter tout ça et on verra après. Et quand ça a commencé à aller mieux, donc à ces 14 mois, c'est là où je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reprends la même ? Est-ce que je pars sur autre chose ? Et je me suis dit, ma fille, elle avait encore beaucoup besoin de moi. Et en même temps, il fallait aussi qu'elle puisse voir d'autres enfants, d'autres adultes. Alors nous, on sortait fort heureusement. Je pouvais aller dans un lieu d'accueil enfants-parents, je pouvais aller dans un établissement de vie sociale. Alors, on allait à la médiathèque, donc on bougeait beaucoup, alors, on voyait du monde. Donc ça, c'était hyper important aussi. Mais je voulais qu'elle puisse aller un petit peu en collectivité et pouvoir, moi, entièrement me retrouver maintenant qu'elle commençait à aller un peu mieux. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Et je me suis dit, là, il y a un réel besoin, en tout cas sur mon territoire, mais je vois bien qu'il y en a besoin dans beaucoup d'endroits. Il y a un besoin d'accompagner et d'écouter les parents, d'accompagner et d'écouter les mamans, les papas, d'entendre ce qu'ils ont à dire, et sans forcément de suite leur donner moult conseils, non, mais juste au moins les écouter, les entendre, et des fois, juste ça suffit à débloquer des situations. Donc c'est un des versants de mon métier d'éducateur de jeunes enfants. Je me suis dit, je veux partir là-dedans. Je veux pouvoir être une épaule pour les parents, pour les familles. Et je veux aussi pouvoir accompagner les mamans, les parents dans ce fameux postpartum. Moi, ce qui nous avait aidé au début, c'est que des personnes de notre famille nous avaient fait des repas qu'on pouvait avoir de temps en temps, ils venaient nous les apporter, donc c'était trop bien, on avait à manger le soir. Et moi, avant la naissance, j'ai préparé pas mal de plats à congeler. Donc pendant plus d'un mois, on n'a quasiment pas fait à manger, on a sorti des plats où on nous a emmenés. Et ça, c'était vraiment génial. Et avec tout ce qu'on a traversé, je vous assure que heureusement qu'il y avait ça en place. Et ça, je voulais aussi le mettre en place. Je me suis dit, ça, je veux pouvoir aller au domicile des parents, juste, notamment en plus quand le papa reprend le travail, que là, on est maman, on se retrouve toute seule. Déjà se faire à manger, c'est compliqué. Quand on le fait, on peut faire ce qu'il y a sous la main, ça peut être des pâtes, du jambon ou quelque chose à grignoter vite fait, alors que dans ce moment-là, on a besoin d'énergie, on a besoin de se régénérer. Donc je me suis dit, j'adore cuisiner, j'adore écouter, j'adore échanger et j'adore donner un coup de main. Donc je me suis dit, c'est parti, je vais aller faire à manger chez les mamans ou chez la femme enceinte à la fin de sa grossesse qui en peut plus et qui veut juste profiter sereinement de sa grossesse et pas de préparer à manger, de faire le ménage dans sa maison et des fois aussi de pouvoir aussi parler en disant « Waouh, je le vis comme ça, voilà ce que j'appréhende, voilà ce qui me tarde, etc. » Donc c'est comme ça que je me suis lancée aussi là-dedans, dans l'accompagnement des femmes enceintes et des mamans. Et je ne le regrette pas, j'adore ça. Bien sûr que c'est pas toujours facile tous les jours parce que au niveau financier, pour le moment, c'est pas forcément encore ça. Mais par contre, à côté de ça, je suis disponible pour moi-même. Je vais me mettre en premier. Je suis disponible pour moi-même. Je peux prendre enfin des vrais temps pour moi. Je suis donc plus disponible pour ma fille. Si elle ne peut pas aller à la maman parce qu'elle est malade, etc., il n'y a pas de souci, je la garde. Je suis plus disponible pour mon chéri, pour notre vie de couple, plus disponible pour sortir. Bref, c'est plein de choses du quotidien où en fait je profite notamment de ces premières années qui sont très courtes, où quand on est dans le dur, par contre, on a l'impression que c'est interminable. Hein. Parce que je vous assure que les 14 premiers mois, j'avais l'impression qu'ils ont duré plutôt 5 ans. Mais petit à petit, je me suis dit, waouh, en fait, c'est aussi passé très vite. Donc c'est maintenant qu'il faut en profiter tant qu'elle veut encore de mes câlins, tant qu'elle veut encore faire plein de choses avec nous. C'est maintenant qu'on en profite. Donc c'est pour ça que je veux pouvoir garder ce côté-là d'être entrepreneur et de gérer mon quotidien comme je le veux. Voilà un petit peu pour mon parcours. Je pense que je referai un épisode notamment sur le RGO, sur le reflux gastro-œsophagien, parce que du coup, on m'a souvent posé la question de qu'est-ce que j'avais mis en place pour aider Anna, etc. Donc j'aimerais pouvoir partager ça sur un épisode spécial. Même si ce que je partagerai, ça va pas aller à tous les enfants.
Moi j'ai essayé 1 milliard de choses pour qui ça a fonctionné avec certains enfants et moi ça n'a pas du tout fonctionné. Mais au moins d'avoir des pistes pour essayer des choses. Voilà. Moi c'était ça qui a été dur, c'est qu'on ne me donne rien à essayer. On m'a laissé en mode, et ben voilà, bon courage, démerdez-vous entre autres, mais où je me débrouille toute seule. Et là encore aujourd'hui, Anna est suivie par une naturo en méthode LEAA, si je ne me trompe pas. Je vous ferai un retour aussi sur ça, mais notamment sur les réseaux, mais vraiment, c'est assez incroyable. Je vous invite à aller voir sur internet. Mais voilà, parce que la médecine m'a complètement laissé tomber, et donc j'ai laissé tomber la médecine, hormis pour le classique, voilà, quand même, quand elle est malade ou quoi que ce soit, je suis pas anti-médecin, et heureusement qu'il y a la médecine, ça c'est sûr. Mais par contre, c'est cette toute puissance de la médecine, et que en gros, si eux ne savent plus rien faire, c'est qu'il n'y a plus rien à faire, ça, c'est pas vrai. Voilà. Donc c'est pour ça que ce podcast aussi, je veux pouvoir interviewer plein de personnes, de professionnels qui gravitent autour des parents et des enfants pour montrer qu'il y a autre chose, que oui, il y a tout le versant qu'on connaît, classique du cursus de la santé, mais qu'il y a d'autres alternatives qui peuvent justement se juxtaposer et permettre un mieux-être général, même si on nous dit des fois le contraire. Je vous remercie pour votre écoute, j'ai beaucoup parlé, j'espère que c'était pas trop long. En tout cas, n'hésitez pas, si vous aussi, vous avez envie de partager un bout de votre expérience de la maternité, de la paternité, de la parentalité, n'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse email ebam.accompagnement@gmail.com ou sur mon compte Instagram ebam.accompagnement. Merci beaucoup et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.